invité du jour, Jean-François Faure, PDG de Veracash, une entreprise qui propose une monnaie complémentaire à l'euro basée sur les métaux précieux. Bonjour Jean-François. Bonjour. Alors avec vous ce matin, on fait un bilan des 20 ans de l'euro. Cette monnaie européenne qui est aujourd'hui extrêmement décriée, est-elle responsable de la hausse des prix en France? Bon, alors il faut quand même remettre déjà en perspective. L'euro, ça reste quand même notre monnaie continentale. C'est quand même la monnaie de nos vacances en Espagne ou de nos Erasmus en Italie. C'est quand même une monnaie qui nous permet, enfin qui aide ou qui œuvre à ce qu'on reste un continent globalement en paix depuis la fin des années 40. Et pour autant, comme vous le dites, voilà, c'est une monnaie qui est décriée. On peut considérer qu'elle a pu œuvrer pour l'inflation. Alors l'INSEE nous indiquera que non, il n'y a pas eu de véritable hausse des prix si on compare à des envolées hallucinantes que l'on connaissait à l'époque du franc. Pour autant, les gens ont vraiment considéré que les prix avaient augmenté. Mais après, par rapport au pouvoir d'achat, là, moi, je considère que l'euro, directement ou indirectement, a œuvré à ce que ce pouvoir d'achat pour le français se dégrade. Alors, juste avant de passer au pouvoir d'achat, moi je mets un petit bémol quand même aux statistiques de l'INSEE, parce que j'ai fait un petit calcul. Alors, avant le passage à l'euro, en 99, le café au comptoir coûtait 5 francs, 0,76 €. Aujourd'hui, 2 €, multiplié par 2,5. La baguette coûtait 2 francs 60, 0,4 €. Aujourd'hui, environ 1 €, multiplié par 2. Le Nutella, alors vous me dites, on n'est pas tous obligés de prendre du Nutella au petit déjeuner, mais quand même, le Nutella, 7 francs 67, 1,17 €, aujourd'hui 2,79, multiplié par 2,3. C'est juste pour montrer que c'est pas forcément une vue de l'esprit des gens et que la base de référence de l'INSEE n'est peut-être pas la bonne. Je vous en prie, continuons sur la baisse du pouvoir d'achat. Mais après, on a quand même 20 ans aussi de recul sur les prix. Il y a eu quelque chose de très psychologique lorsque l'euro en 2002 s'est retrouvé dans la poche des Français parce qu'il y a eu le jeu sur les virgules, le rendu de monnaie, etc. qui a eu de suite un véritable ajustement un peu psychologiquement négatif. Après le franc sur 20 ans, quelle aurait été l'inflation? On sortait quand même d'une période où le franc, lui, avait une inflation d'environ 10% tous les ans. Je me rappelle de ces périodes de crédit où vous aviez des crédits à 12-13%, où votre maison ou votre appartement, il fallait le payer 2 fois d'ici à ce que le crédit soit complètement remboursé. Donc, mais le vrai souci est plutôt sur le pouvoir d'achat. Et là, et les Français considèrent vraiment que leur pouvoir d'achat a diminué et ils sont plus de... Exactement. Donc c'est pas que psychologique. Le sondage que vous avez demandé. C'est pas que psychologique parce que là, sur le coup, c'est une réalité. Si on prend par exemple sur les 10 dernières années, il s'avère qu'un ménage moyen aura à peu près perdu 450 € de pouvoir d'achat. Donc il y a une réalité. C'est pas que psychologique. Mais c'est là que l'euro justement malheureusement n'a pas correctement œuvré pour aller dans le bon sens. C'est que basiquement aujourd'hui on est sur une monnaie qui est très forte. Donc c'est plutôt un euro un peu allemand, basé en tout cas sur l'économie allemande, et donc un euro qui a du mal à s'ajuster à des économies qui sont disparates. L'économie de la France n'est pas la même que celle de l'Allemagne, et à plus forte raison quand vous comparez les pays du pourtour de la Méditerranée, que ce soit la Grèce, l'Italie, etc. Donc cette disparité sur l'économie, en fait, vient tout simplement de ce que l'on exporte. Aujourd'hui, la France n'exporte peut-être pas nécessairement les mêmes services, les mêmes biens que, par exemple, l'Allemagne, qui finalement, si l'euro s'apprécie de 20%, ça les empêchera pas de vendre les mêmes services, les mêmes objets. Leurs automobiles. Exactement, par exemple leurs automobiles. Alors que vous prenez l'industrie française, ou ce qui aujourd'hui constitue l'essentiel du PIB français, on va prendre l'agroalimentaire, on va prendre l'aéronautique, on va prendre aussi le tourisme. Là, vous êtes clairement impacté par une hausse des prix. Alors souvent on dit oui, mais la France c'est l'industrie du luxe. Oui, enfin l'industrie du luxe, c'est pas le fer de lance qui fait tourner justement la marmite de ces 80% de Français qui considèrent qu'ils ont perdu leur pouvoir d'achat. Et alors, un tiers des Français souhaitent revenir aujourd'hui au franc. Est-ce que c'est souhaitable et est-ce que c'est même possible?
Revenir au franc aujourd'hui me semble extrêmement compliqué et là on ne va pas faire de politique fiction parce qu'autant effectivement on va parler des désagréments de l'euro qui est calé sur justement l'industrie allemande, mais pour autant dans un marché qui est extrêmement compétitif où vous avez besoin de faire des économies à l'échelle d'un continent sur les marchés, le commerce, etc., la France se retrouverait isolée. Donc là peut-être que justement avec il peut se produire que certains pays quittent la zone euro, donc à ce moment-là ils nous serviront d'exemple pour un petit peu comme laboratoire, mais je ne pense pas que ça soit souhaitable que ce soit la France, et je pense qu'il y a des véritables solutions qu'il faut par contre appliquer maintenant pour que justement les choses se passent bien. Alors justement, que peuvent faire nos têtes pensantes en France et en Europe pour rectifier le tir? Moi je pense que déjà il va falloir qu'ils apprennent à faire des clés de bras pour imposer une fiscalité qui tende vers une forme d'harmonisation ou en tout cas d'équité pour que globalement eh bien les GAFA qui finalement ont des clients en France, en Italie, en Espagne, etc. Peut-être payent leurs impôts ici, en tout cas qu'il y ait une fiscalité qui soit harmonisée entre des pays comme la France ou l'Irlande ou des modèles sociaux qui soient à peu près sans être identiques, mais en tout cas qu'il n'y ait pas trop de disparités. Ça c'est un prérequis parce que sans une fiscalité harmonisée, vous ne pouvez pas avoir un budget qui soit commun. Et sans budget commun, eh bien à ce moment-là, il est impossible d'avoir un euro qui prenne en compte les disparités continentales. Aujourd'hui, dans ce cas-là, on serait condamné à avoir un euro basé sur l'économie allemande et c'est pas possible. Et alors cette harmonisation fiscale, est-ce qu'elle va enrayer la baisse du pouvoir d'achat qu'on constate? Aujourd'hui, cette baisse de pouvoir d'achat vient de notre incapacité en fait à financer ce déficit que l'on a notamment sur nos exports. Donc à ce moment-là, cette fiscalité harmonisée et donc ce budget commun permettrait en fait très simplement d'aller chercher l'argent là où l'Europe en fait le génère, donc plutôt sur l'industrie des pays ou les services des pays du Nord pour le redispatcher sur les pays du Sud, mais en fait prendre le modèle de la réunification allemande. L'Allemagne quand elle s'est réunifiée, vous aviez un bloc qui était plutôt riche et un autre qui ne l'était pas du tout, et au final leur réunification a plutôt bien fonctionné. Ce qui s'est passé pour 80 millions peut tout à fait s'adapter à plus de 300 millions. Après il peut y avoir des astuces qui sont beaucoup plus monétaires et sur lesquelles là on pourrait tout à fait réfléchir. Quel type d'astuces par exemple? Écoutez, pourquoi pas imaginer un retour à une unité de compte, et ça on l'avait connu pendant une vingtaine d'années entre les années la fin des années 70 et la fin des années 90 par exemple. Bon, l'équivalent à l'époque ça s'appelait l'écu, mais ça peut tout à fait s'appeler l'euro, qui soit un euro en fait qui soit utilisé sur les marchés internationaux, peut-être par les grandes banques, par les grandes industries, par les États, et qui serait en fait lié justement aux économies, mais avec une échelle qui est beaucoup plus macro, et donc qui sur le coup évidemment serait convertible, versus un euro sur le coup inconvertible, qui serait notre monnaie d'usage, notre monnaie du quotidien, évidemment toujours à échelle continentale, mais qui pourrait dans sa valeur tout à fait se déconnecter de cette unité de compte pour être beaucoup plus en rapport avec l'économie réelle à l'échelle un peu plus micro, à l'échelle donc de pays, de régions. Vous prenez ne serait-ce que la France, déjà vous avez des disparités entre Paris, certaines zones de province, etc. Donc à un moment donné, il faut que notre monnaie prenne en compte ces disparités. Et ça ne peut arriver que si vous avez une monnaie qui en fait n'est pas utilisée comme instrument financier ou comme élément de finance casino. En fait aujourd'hui c'est ça, l'euro à 95% est utilisé pour de la finance. Oui. Donc il y a quand même un souci. 80% des Français jugent que c'est la monnaie des spéculateurs. Exactement. Et sur le coup, même s'ils ne connaissent pas l'intimité de ces chiffres, ils ont parfaitement raison. 95% de la masse monétaire est utilisée pour autre chose que notre quotidien. Notre quotidien, c'est vous achetez vos courses, c'est vos emprunts, c'est le financement des entreprises, ça c'est le quotidien. Les 95%, c'est du trading haute fréquence, c'est des changes, etc. Mais au final, quelle est la finalité des fois de cette finance, si ce n'est des fois elle-même? Est-ce que c'est un enrichissement? L'enrichissement vient de la circulation de la monnaie. Si cette monnaie quelque part est un petit peu rare ou mal affectée, elle ne
ne circule pas suffisamment. C'est la raison pour laquelle, des fois, dans certains pays, notamment quand ça se passe plutôt mal, apparaissent des monnaies locales ou des monnaies complémentaires pour suppléer à ce genre de handicap. C'est ce qu'on a connu à Chypre quand les banques étaient fermées en 2013 ou en Grèce en 2015 pour les mêmes raisons. À ce moment-là, les gens sont très créatifs. Alors justement, le chantier de l'harmonisation fiscale et celui du retour à l'écu, voire même un contrôle des sorties et des rentrées d'euros risque de prendre un peu de temps. Est-ce qu'il y a d'autres solutions à court terme? Est-ce que cette solution de monnaie complémentaire vous paraît efficiente? Moi, je pense que de toute manière, on va définitivement dans ce sens, parce que quand vous avez justement une monnaie à l'échelle d'un continent, donc qui doit embarquer nécessairement énormément de disparités, c'est forcément quelque chose de très générique qui fait tout, mais qui ne le fait pas nécessairement très bien. Donc là, l'intérêt de monnaie complémentaire, c'est d'être affecté à un usage bien précis. Je prends l'exemple des Suisses, qui eux, par exemple, ont une deuxième monnaie nationale qui s'appelle le VIR et qui est utilisée pour les entreprises. Il a été vraiment démontré que cette monnaie d'entreprise a été un instrument efficace pour notamment le passage de caps difficiles. Moi, je me rappelle du franc suisse qui s'est déconnecté de l'euro il y a de cela quelques années. Ça a été un cap très difficile pour les industriels suisses et finalement ils ont relevé le défi en moins de 6 mois. Je suis certain que le reste, ça nous serait arrivé, imaginons la France, avec un franc adossé à une monnaie type l'euro, ça se serait très très mal passé. Donc ces monnaies complémentaires peuvent être une solution temporaire. Ces monnaies complémentaires peuvent être des solutions temporaires, voire des fois définitives sur un sujet donné. Je reprends toujours l'exemple du VIR, c'est une monnaie complémentaire en Suisse depuis le milieu des années 30 et ils ne veulent pas arrêter. Nous-mêmes en France, on a une monnaie locale qui s'appelle le SCHKO dans le Pays Basque et qui aide à développer la culture basque. Vous en avez une en Bavière qui s'appelle le Chiemgauer, voilà, qui sont dédiés à un projet spécifique. Donc l'une c'est la culture, l'autre c'est sortir les gens du chômage et donc ça vous permet d'activer en fait une sorte de rayon laser monétaire sur un sujet bien précis et d'y mettre dedans les moyens et qu'il n'y ait pas d'effet de bord. La problématique de la monnaie, c'est que quand vous injectez de la monnaie dans l'économie, cette monnaie au final, quel va être son niveau d'efficacité? Peut-être que 10, 15, 20%. Quand vous affectez une monnaie, vous êtes beaucoup plus ciblé et vous avez beaucoup moins d'effet de bord. À ce moment-là, la monnaie circule et on le voit, le taux de circulation est bien plus élevé. L'euro, quand il circule à l'échelle d'une année, il passe d'une poche à une autre. L'euro change à peu près 2 fois de poche. Sur les monnaies complémentaires, il va changer à peu près 7 fois. Donc vous voyez le niveau, c'est 3 à 4 fois plus d'efficacité et c'est la circulation qui crée la richesse. Merci beaucoup Jean-François Faure, président fondateur de Veracash, pour cette analyse et ce bilan des 20 ans de l'euro.